Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le jeudi 19 mai et on ouvre ce journal avec l'actualité sociale. Le mouvement de grève des agents des impôts se poursuit. Une manifestation avait d'ailleurs lieu ce matin devant la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Depuis mardi, on le rappelle, 3 sections syndicales des finances publiques de Guadeloupe appellent à se mobiliser pour protester contre des suppressions de postes. Parmi les syndicats présents ce matin, la CGTG Finances Publiques. Je vous propose justement d'écouter son secrétaire régional adjoint Charles-Henri Gustave. Il est interrogé par Johan Charpentier-Titi. À force de ne pas être entendu dans les instances de dialogue social, à force d'être méprisé par le directeur régional, nous avons choisi une forme de lutte en expliquant aux agents que tant que nous ne serons pas entendus sur la question des emplois, nous ferons une grève tournante, des blocages tournants, pour qu'enfin on désigne quelqu'un pour venir nous écouter, parce qu'apparemment le directeur régional, M. Roté, ne veut plus écouter les organisations syndicales des finances publiques. Nous avons demandé à ce qu'il soit nommé un médiateur au niveau national pour qu'on puisse avoir une discussion sereine avec cette personne. Parce qu'aujourd'hui, notre interlocuteur n'est plus pour nous, M. Roté. Des suppressions de postes, c'est ce que dénonce entre autres le syndicat enseignant SNES-FSU. Il donnait une conférence de presse ce matin pour donc dénoncer ces suppressions que pourrait engendrer la réforme des collèges qui doit être appliquée à la rentrée prochaine. 35 postes pourraient être concernés en Guadeloupe. Plus de détails tout de suite avec Loïs Ignace. 35 postes seront supprimés à la rentrée prochaine et concernent uniquement le second degré. Ce sont les conséquences directes liées à la réforme des collèges qui entrera en vigueur à la rentrée 2016-2017 avec des répercussions sur les élèves et les enseignants. Il y a deux choses. Il y a d'une part une diminution horaire pour l'élève de 6 heures sur la scolarité, 6 heures hebdomadaires sur la scolarité d'un enfant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, elle met en place, au prétexte de mettre en place des enseignements interdisciplinaires, une réduction des moyens en général au sein des établissements scolaires. Ces projets se passent à la place des heures d'enseignement. C'est-à-dire que dans le même temps, le collègue avec moins d'heures de cours va devoir assurer son programme annuel. Donc ce qui crée une difficulté majeure. La deuxième difficulté, c'est forcément la difficulté sur les emplois du temps, puisque ça veut dire qu'il va falloir aligner des heures de cours, qu'il va falloir mettre en place des créneaux, des salles de classe, sachant qu'on est dans des établissements qui débordent et que, comme l'a expliqué la ministre, ça doit être fait en petits groupes en plus, il va falloir inventer des salles de classe. La conséquence pour notre Académie de Guadeloupe est la perte des options comme la disparition de l'apprentissage, de l'hindi, du latin ou encore des classes bilingues. La Guadeloupe va perdre dans de nombreux établissements toutes ces options, que ce soit le latin, les classes bilingues et autres, tous les projets qui existaient. Et puis d'autre part, ça veut dire que pour les établissements scolaires, le nombre d'élèves va déborder et on va être à des seuils maximaux de 28, 29, 30 élèves, voire plus. En attendant, des réunions d'information se feront lors des conseils d'administration du mois de juin afin d'informer les parents. Les organisations syndicales prévoient également de se rassembler mardi pour mettre en place un certain nombre d'actions et préparer ainsi une mobilisation à la rentrée prochaine. Faire mieux connaître les missions de l'état civil d'une commune, c'est l'objectif de cette journée porte ouverte qui a lieu aujourd'hui au Gosier. La direction de l'accueil et des services à la population invite ses administrés à venir visiter toute la journée ces différents services. Un village de la citoyenneté a également été installé sur l'esplanade de la Rénovation. Des écoliers du primaire étaient également présents ce matin. Le reportage de Muriel Barlagne. Ils sont en CM2 à l'école primaire Saturnin-Jazor du bourg du Gosier. Pour eux, c'est jour de sortie. Une visite à l'hôtel de ville de la commune à l'occasion de la journée portes ouvertes organisée par la direction de l'accueil et des services à la population. Il s'agit d'initier une réflexion sur la citoyenneté, notion qui s'intègre dans le programme d'éducation civique des élèves. On prépare les futurs citoyens de demain, donc en fait pour vraiment recadrer les choses. On leur explique qu'est-ce que c'est qu'être un citoyen, donc les droits et les devoirs d'un citoyen. Donc, à l'occasion de cette journée, les enfants peuvent tous travailler dessus, donc préparer un certain nombre de choses, se sentir engagés dans la vie de leur commune et
avoir envie en fait plus tard d'y participer et de bien faire les choses en fait. État civil, salle des mariages et des baptêmes, salle des délibérations étaient au programme de la visite. Visite ponctuée de projections de micro-trottoirs et de reportages réalisés par des élèves. Ça explique beaucoup la citoyenneté. Aussi, ça permet aux enfants de se renseigner sur des choses. Donc, c'est une très bonne idée. Je trouve que c'est bien, que ça nous apprend des choses. 18 agents travaillent à la direction de l'accueil et des services à la population de la ville du Gosier. Ils accompagnent les administrés tout au long de leur vie. Cette journée doit aussi permettre de mieux comprendre leur mission et créer du lien. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on a l'impression qu'il y a une coupure entre les services et les administrés. Donc c'était pour nous une façon de rapprocher la population aux services de la ville, les services qui sont à destination de la population. C'était effectivement important pour nous d'expliquer à la population quelles sont nos missions, d'expliquer également le degré de technicité de nos agents pour un peu les mettre en valeur quand même, surtout face aux idées reçues à propos des agents de l'état civil. Les gens ont tendance à se méprendre sur leurs fonctions et sur leur degré de technicité. Ces services, qui sont la vitrine de la mairie, sont dans une démarche de certification. Une enquête de satisfaction va être lancée pour améliorer la performance. L'idée étant de ne pas être un simple guichet, mais un véritable service d'accueil. Blanchiment, fraude fiscale et délinquance financière, c'est le thème d'un colloque qui s'ouvre aujourd'hui au WTC de Jarry. 8 pays de la Caraïbe et d'Amérique du Sud vont partager leurs expériences jusqu'à demain. Un événement organisé par la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Basse-Terre et la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Fort-de-France. Un colloque qui s'adresse aux chefs d'entreprise des départements français d'Amérique qui veulent s'installer dans les pays de la Caraïbe. Comme l'a expliqué justement Patrick Manigeant, le président de la chefs d'entreprise qui s'exportent dans les îles ou les pays voisins. Il s'avère que dans la Caraïbe, nous avons 15 pays qui figurent sur la liste des pays qui ont une réglementation faible en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent sale. Nous avons décidé de nous entretenir avec nos homologues dans la Caraïbe pour savoir quels sont les problèmes qu'ils rencontrent dans leur pays face à ce fléau et savoir comment il est traité et quelles sont les législations en vigueur. Et pour nous aussi, ce sera l'occasion de présenter l'exemple français. Patrick Manigeant, le président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Basse-Terre, qui était au micro de Marion Bordier. La communauté haïtienne était réunie hier soir au hall Paul Chonchon de Pointe-à-Pitre pour une grande fête, la célébration du drapeau. C'est en effet le 18 mai 1803 que fut créé le drapeau bleu et rouge tel qu'on le connaît aujourd'hui. À l'occasion donc de se rassembler, cette fête en effet est très importante pour les Haïtiens. Ce drapeau, une fierté qui a une histoire particulière comme nous le raconte Johan Charpentier-Titi. Rouge et bleu. Depuis le 18 mai 1803, le drapeau haïtien est composé de ces deux couleurs. À l'époque, Jean-Jacques Dessalines décide d'arracher la bande blanche du drapeau français. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Sous la dictature des Duvalier de 1964 à 1986, Haïti a connu un autre drapeau, composé de deux bandes verticales, noires et rouges. C'est lors du renversement de Jean-Claude Duvalier que le drapeau rouge et bleu est réhabilité. C'est aussi à partir de ce moment que les Haïtiens fêtent leur drapeau national. La commémoration de 18 mai représente une date capitale. C'est-à-dire que c'est la fierté, notre fierté nationale et qui marque encore un signe de collectivité pour s'unir, n'est-ce pas, d'une manière ensemble pour construire une nouvelle Haïti. Parce qu'à travers l'union, la fraternité de nos ancêtres, n'est-ce pas, ont pu, n'est-ce pas, gagner la bataille. Donc pour devenir, n'est-ce pas, libre aujourd'hui. Une occasion pour la communauté haïtienne de Guadeloupe de se rassembler.
Nous fêtons 18 mai, nous, comme d'habitude, en Haïti, nous avons toujours fêté. Sentir dans le pays, nous sommes comme si nous en Haïti. Et pour les Guadeloupéens, de montrer leur intérêt pour la culture haïtienne. C'est une fête qui m'arrange énormément. J'aime bien les voir évoluer. J'aime leur culture, leur musique. Je suis DJ et je n'ai que la musique haïtienne, plus ou moins chez moi. Une belle fête ponctuée de prises de parole et d'animations musicales. Maintenant, le 18 mai 2016 passé, la communauté haïtienne peut se projeter sur le 18 mai 2017, malgré une instabilité politique toujours d'actualité. Haïti qui nous emmène à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous irons en Jamaïque où la ministre des Finances et de la Fonction publique veut développer l'industrie de la marijuana médicale. Mais tout de suite prenant la direction de la Dominique où la compagnie aérienne régionale Aliat va renforcer ses rotations. Voici l'actualité Caraïbe. Aliat, la compagnie aérienne régionale, ajustera son programme de vol pour améliorer sa desserte de la Dominique, l'un de ses 4 principaux actionnaires, à la suite des plaintes du Premier ministre Roosevelt Skerrit. Il se plaignait en effet du traitement minable que l'Aliat prodiguait à ses passagers et de l'arrogance des personnels navigants à l'égard des passagers dominiquais. Pour sa part, Robert Tonge, le ministre du Tourisme de la Dominique, souhaitait que l'Aliat offre davantage de liaisons pour les touristes qui sont obligés de passer une nuit dans un autre pays pour se rendre à la Dominique. À la suite d'une réunion rassemblant les différents acteurs du tourisme et l'Aliat, un nouveau programme de vol vers et depuis la Dominique prendra effet à partir du 1er juin, lequel prévoit de renforcer la flotte de l'Aliat et donc d'augmenter le nombre de rotations et de respecter les horaires. Au sortir de la réunion, Robert Tonge a fait part de la qualité des échanges avec l'Aliat qu'il souhaite voir l'accompagner dans le développement touristique de la Dominique. Aude Léchaud pense que la Jamaïque doit se positionner en urgence sur le marché de l'industrie et de la marijuana médicale. Pour lui, il ne s'agit pas simplement de fumer un joint avec de la mauvaise herbe, mais de créer une véritable industrie à forte valeur ajoutée. Le ministre des Finances et de la Fonction publique précise que le marché légal de la marijuana aux États-Unis devrait passer de 6,7 milliards de dollars cette année à près de 22 milliards de dollars d'ici 2020. Le ministre a en outre informé que le ministère néerlandais de la Santé exporte déjà la marijuana médicale au Canada, en Italie, en Allemagne et en République tchèque. Israël aurait plus de 12 000 patients soignés grâce à la marijuana médicale et serait le leader mondial sur ce marché. Shaw a déclaré que le développement d'une industrie de la marijuana médicale en Jamaïque impliquerait la poursuite de la recherche dans les universités pour créer des médicaments qui peuvent aider les personnes souffrant de maladies telles que le diabète ou l'épilepsie. La marijuana médicale offrirait aussi l'opportunité pour des petits agriculteurs de diversifier leur activité. Bref, pour Aude Léchaud, développer la marijuana médicale positionnera la Jamaïque comme la capitale du tourisme médical, de la santé et du bien-être sur l'échiquier mondial. Nous l'avions annoncé dès novembre, aujourd'hui c'est chose faite. Le câble opérateur américain Liberty Global, contrôlé par le milliardaire John Malone, a annoncé avoir finalisé un accord pour le rachat du groupe britannique de télécommunications Cable and Wireless Communications, CWC. Montant total de la transaction, environ 7,4 milliards de dollars. Cette acquisition va permettre d'augmenter la présence de Liberty Global en Amérique latine et dans les Caraïbes, où CWC est principalement actif. La nouvelle entité devrait totaliser dans ces régions plus de 10 millions d'abonnés pour des services câblés ou mobiles de télévision, de téléphonie ou internet. Retour en Guadeloupe, notre département fête les pins cette semaine, on vous en a parlé sur Alizé. Aujourd'hui, un grand chapiteau a d'ailleurs été dressé au WTC de Jarry. Jusqu'à demain, vous allez donc pouvoir retrouver des ateliers, des conférences, mais aussi de nombreuses animations. Voilà qui donne fin en tout cas. Et justement, on va continuer à parler d'alimentation puisque depuis un mois, la Banque alimentaire de Guadeloupe organise des séminaires sur l'équilibre alimentaire et la santé, le public ciblé, les personnes en situation de précarité. Un séminaire avait d'ailleurs lieu ce mardi où des coachs sportifs mais aussi des diététiciens ont donné de nombreux conseils. Un séminaire auquel a participé Anne-Elisabeth Artsen.
Comment faire pour manger équilibré avec peu de moyens et faire du bien à mon corps? C'est en ce sens que la Banque alimentaire a organisé 4 séminaires sur le thème équilibre alimentaire, santé et budget, avec en point d'orgue de cette journée une séance de sport assez particulière et une initiation à la relaxation. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de montrer aux gens qu'avec très peu de moyens, on fait du sport, donc il n'y a plus d'excuses. On peut très bien faire une activité physique et sportive régulière chez soi, avec une chaise, des mouvements bien adaptés. Voilà, donc c'est vraiment le bon concept, c'est pour montrer aux gens que certes, il faut bien manger, mais il faut aussi surtout bouger et se dépenser. Donc moi, en tant que sophrologue, j'apporte ce côté équilibre de l'esprit en proposant des relaxations qui vont aider la personne à se recentrer sur son corps, sur ses besoins, sur ses désirs, et qui va lui permettre de mieux gérer son équilibre alimentaire au quotidien. Donc moi j'interviens plutôt au niveau de la gestion des émotions et du stress. Donc on se rend compte que la difficulté à gérer son équilibre alimentaire vient aussi beaucoup de la difficulté à se poser, à se recentrer pour pouvoir apporter une analyse simple de ses apports alimentaires. Après les conférences, les conseils de nutritionnistes et de diététiciennes, place au sport pour le plus grand bonheur des participants. Ils nous ont donné de très bons conseils sur l'alimentation, comment mélanger l'équilibre alimentaire et la santé et tout ça. Et puis nous avons bien sûr déjeuné, et après déjeuner, nous avons terminé la journée par une séance de sport très dynamique, avec notre coach très dynamique, mais en même temps à la portée de tout le monde, à la portée des aînés, de tout le public. Nous avons eu du sport, mais j'ai trouvé ça merveilleux parce que comme j'étais une sportive et que j'ai abandonné, je me suis sentie dans la peau d'une championne. Alors j'ai fait mes mouvements, voilà, je suis heureuse. Échanger avec des professionnels et acquérir des notions de base pour manger équilibré à faible coût tout en faisant du sport. C'est l'objectif de ce séminaire destiné essentiellement aux personnes en situation de précarité. Et un nouveau séminaire aura lieu mardi prochain. Plus d'informations sur la page Facebook de la Banque alimentaire de Guadeloupe. Le sport avec du football, ça y est, on connaît l'affiche de la finale de la Coupe de Guadeloupe. Ce sera l'USCB contre l'US Sainte-Rose. Mardi, le club de Bananier s'est qualifié en battant la JSS 3-0. Hier, il a fallu attendre les tirs au but pour que l'US Sainte-Rose se qualifie en battant le CSC. Alors dans le précédent sujet, la Banque alimentaire mettait bien sûr en avant la pratique d'une activité sportive pour être en bonne santé. Voici donc un vélo un peu particulier que vous avez peut-être déjà croisé sur nos routes. Il s'agit du 3G Stepper. Il n'a ni selle ni pédale. Il permet de faire des balades mais tout en se musclant. Le reportage de Muriel Barlagne. Le vélo 3G Stepper, un vélo sans selle et sans pédale. Fraîchement arrivé sous nos cieux, cette machine innovante est fabriquée aux États-Unis, en Californie. Dans le monde du fitness, c'est une petite révolution. Ce vélo permet en effet de faire du step en se déplaçant. Les résultats seraient rapides pour la perte de poids et le renforcement musculaire. Une perspective qui séduit surtout les femmes. Ce qui m'a plu dans le vélo stepper, c'est étant déjà pratiquante de sport, de pilates et yoga, ça me permet de travailler davantage de cardio. Et comme ça, je travaille toujours mes abdos, mes fessiers et les cuisses. La sensation qu'on a, c'est comme si on partait, on mettait ses baskets et qu'on allait faire un jogging. On travaille vraiment tout le corps et c'est ça qui est très intéressant, surtout que le vélo, il ménage les articulations. Donc sur ceux qui ont des problèmes d'articulation, c'est intéressant pour eux d'en pratiquer. Ce système breveté de step peut supporter jusqu'à 150 kg. Il est tout-terrain et fait travailler plus qu'un vélo classique. Il suffit à son utilisateur de trouver l'équilibre, ce qui demande un certain temps d'adaptation. Il ne faut pas hésiter à trouver les pauses sur ce vélo en fonction de sa morphologie. Se placer à l'avant, se placer à l'arrière, prendre des pauses en roue libre pour pouvoir souffler, parce que rapidement vous allez devoir vous mettre à stepper, puisque ce vélo ne supporte pas, on va dire, le temps mort. Donc c'est du sport complet, c'est de la transpiration en perspective. La seule chose que vous aurez à faire en rentrant le vélo, c'est de le rincer, parce que vous allez transpirer dessus. Donc pour que le sel ne puisse pas l'abîmer, il faut le rincer, comme on fait pour un bateau.
Il y a une dizaine de jours, les premiers vélo-steppers ont été livrés en Guadeloupe où siège la société chargée de les commercialiser aux Antilles et en Guyane. Sur la trentaine d'exemplaires reçus, une vingtaine ont été vendus à des particuliers, mais des sociétés de location attendent de pouvoir en acheter. C'est en septembre qu'une livraison de plus de 100 vélos est prévue. Et en tout cas, un temps idéal pour faire du 3G Stepper cet après-midi. Au programme en Guadeloupe, de très belles éclaircies. Le risque d'averse devrait être assez faible. Les températures afficheront une moyenne de 28 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Une édition, je vous le rappelle, que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rubrique sportive Minute Sport suivie de l'actualité nationale et internationale. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour votre édition locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.